Et c'est parti. Compte à rebours du matin, du lundi matin terminé. Il est 11h01. On est lundi 6 avril. Et je suis très heureuse de vous accueillir, messieurs, ce matin. Bruno, alors sur votre écran, je pense que Bruno est en haut à ma gauche. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Ouais, et Christophe en bas à ma droite. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs. Je m'étais dit que j'allais le faire et puis en fait, non. Je trouve que c'est sympa de se présenter soi-même. Alors, je vous Allez, laisse. vas-y, Christophe. Ah oui, je vais te laisser commencer, tu étais en haut. Donc, moi, je m'appelle Christophe Le Gallouit, je suis prof de maths en lycée dans la Sarthe. J'ai fait plus de 10 ans au collège avant dans différents endroits de France et voilà, j'ai travaillé sur le guide de continuité pédagogique d'être prof. Et ça fait un moment que je réfléchis aux questions de classe virtuelle puisque j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans au niveau du pôle formation à distance de l'Académie d'Orléans-Tours. Et notamment, j'ai formé aussi l'usage de la classe virtuelle. Alors, les enseignants et les formateurs, mais ça a permis quand même de découvrir les outils et puis quelques pratiques, bonnes ou mauvaises à avoir. Super, merci Christophe. Bruno. Et donc, moi, je suis Bruno Mallet. Je suis enseignant au Mai-sur-Seine dans le 77, donc actuellement en vacances parce qu'on est en zone C. Je suis aussi Twictonaute, c'est-à-dire que je pratique la Twicté avec ma classe et je suis président de l'association Twicté qui fait travailler les enfants autour de l'orthographe et des réseaux sociaux. Super, merci beaucoup pour ces présentations. Je vais faire une petite présentation de ce qu'on va partager ce matin. Donc, on va partager autour de la classe virtuelle. Alors, pour poser le cadre, on va non pas aborder des questions techniques, mais on va parler de l'usage pédagogique de la classe virtuelle et on va essayer de voir à partir de vos expériences, finalement, à quoi peut servir la classe virtuelle et pour qu'elle ait un réel objectif pédagogique, comment on peut s'en emparer, quel format ça doit avoir et quel format finalement ça ne doit pas avoir. Vos questions, bien sûr, sont les bienvenues en commentaire. Je vous préviens juste, c'est que j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui démarre tout doucement ce lundi matin. Donc, pardonnez d'avance mes bafouillages. Je vais essayer de me réveiller en votre compagnie. J'ai présenté mes deux anges gardiens. Je pense que Fabien est là et Karine aussi, voilà, qui seront en modération, donc qui répondront à vos questions, je pense directement si c'est possible, et qui me feront remonter toutes vos questions pour que je puisse les partager à Bruno et Christophe. Voilà. Et Twicté, il y a quelqu'un qui est là avec le compte Twicté, je ne sais pas qui c'est. Ah, mais ça doit être Fabien, je pense. Oui, ça doit être Fabien. Avec le compte Twicté. Ok. Alors, messieurs, pour commencer, il me paraissait intéressant de poser des mots et de poser une définition ou un essai de définition de ce que c'était qu'une classe virtuelle. Qui veut se coller à la première proposition de définition? Moi, je veux bien. Ouais. Mais en fait, la classe virtuelle, au début, je pense que le nom, il est vraiment... Il définit clairement ce que c'est. C'est essayer de transposer une classe virtuellement, donc en remplaçant la présence physique par la présence numérique. Donc, à la base, c'est une visio à plusieurs. Et les premières expériences, avant les outils dédiés, on était sur des Skype à 10 ou 15. Alors, c'est ce qu'on voyait plus dans le domaine de formation, dans les entreprises. Après, là, c'est devenu on en a parlé beaucoup, pardon, dans le cadre de la formation avec la fameuse plateforme Magister qui fait un peu hérisser le poil de beaucoup d'enseignants, mais où on avait ces classes virtuelles pour transposer les formations. Et là, vraiment, au moment de la continuité pédagogique, sur quoi on est, pouvoir réunir ces élèves à un seul endroit pour échanger avec eux. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est ça. Bruno, ouais, moi, je voyais ça aussi. Je voyais ça aussi comme comment continuer à avoir nos élèves avec nous en étant confinés, en étant éloignés. Comment continuer à apprendre, comment continuer à avancer dans le travail qu'on avait commencé avec eux.
Et comme l'a dit Christophe, voilà, c'était tout ça maintenant, ça va se passer autour du numérique parce qu'on ne peut plus retourner dans nos écoles. Ce qui me semble intéressant, du coup, c'est de passer à la deuxième problématique. OK, on a un espace numérique sur lequel on peut tous se retrouver. On y fait quoi? On échange, on apprend, et j'ai bien envie qu'on essaye de cadrer un peu ça et de voir finalement quels sont les paramètres, quels sont les critères, quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir pour répondre à ces objectifs. Échanger, apprendre, les deux. Alors, moi, si je peux me permettre, en fait, ça s'est passé en 3 temps. J'ai envie de dire que la première semaine, quand on nous a dit qu'il y avait confinement, la classe virtuelle, ça a été juste un endroit où on s'est retrouvés pour parler, parce que je pense que les enfants avaient besoin de parler. On s'est quitté le vendredi, on a eu à peine une journée de classe pour se dire au revoir, prendre toutes nos affaires et partir. Ça s'est fait un peu précipitamment. Donc toute la première semaine, je l'ai consacrée à la prise en main des outils et à parler et à accueillir les émotions, comme on dit, pour les enfants. La deuxième semaine, ça a été, une fois que ça s'était un peu mis en place, c'était proposer des activités, mais des activités plutôt sur la révision, parce qu'on savait pas encore combien de temps ça allait durer. Et là, on s'aperçoit que voilà, on va partir dans un confinement assez long. Donc là, maintenant, on se pose la question pour les enseignants, et moi je me la pose aussi, c'est comment on va pouvoir continuer les apprentissages avec les classes virtuelles. Voilà, ces 3 étapes-là, j'en suis là pour le moment. Et du coup, qui pour toi, finalement, ces 3 étapes, à échéance de fin de confinement, cette plateforme, enfin, ce format classe virtuelle servira à échanger, à proposer des activités et de nouveaux apprentissages. Tenter de faire des nouveaux apprentissages, ouais. OK. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que l'objectif de la classe virtuelle, c'est de faire du lien avec les enfants, enfin avec nos élèves, et faire du lien aussi avec les familles qui posent beaucoup de questions sur est-ce qu'on va, enfin ils ont des milliards de questions autour de la suite de la scolarité de leurs enfants. Ouais. Christophe? Ben, moi de mon côté, enfin voilà, le besoin de faire du lien, il était un peu moindre au lycée. C'est-à-dire que les élèves, le lien, s'il va passer par l'écrit, que ce soit les messages via les messageries de l'ENT, par mail ou quels que soient les canaux, on arrive à maintenir voilà, le lien. Ils sont plus grands. Il n'y a plus forcément le besoin vraiment physiquement de se voir. Donc le lien, j'ai réussi à le maintenir au début sans forcément passer par la classe virtuelle. Après, c'est comme Bruno, quoi. La question au début, c'était combien de temps on part. Moi, la classe virtuelle, l'objectif, c'était d'essayer de continuer les apprentissages, mais pas forcément en classe virtuelle parce que je me suis dit que c'était compliqué pour les élèves de se réunir tous au même moment, à une heure précise. Je prends l'exemple, alors des premières que j'ai en spécialité maths, ils sont issus de 5 classes différentes. Donc, globalement, si je propose une classe ce matin à 11h, j'en ai peut-être aussi une classe virtuelle en histoire, une autre en français, etc. C'est vrai que je pense qu'en termes de mise en place pour les profs des écoles, c'est de se dire, bon, de toute manière, ils ont que moi, donc on va essayer de poser tel et tel créneau pour se voir, échanger, construire ou quoi que ce soit. C'était plus facilement organisable. Donc, moi, j'ai pas retenu comme modalité vraiment d'apprendre de nouvelles choses directement en classe virtuelle. Je l'ai plus conçu, voilà, comme maintenir du lien et essayer de continuer l'accompagnement que je fais en classe, ou quand j'expliquais un truc au tableau et fait corriger 1 ou 2 exos, d'aller à côté d'eux et puis répondre à leurs questions au ponctuel. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire un peu un créneau, dire, bon, je suis là, je suis en classe virtuelle pour les secondes de telle heure à telle heure, tel jour et tel jour. Venez, si vous avez des questions, ou si juste vous voulez écouter ce que je raconte ou dire bonjour. Et sans imposer une obligation derrière, parce que je sais que chacun compose avec ses besoins, ses envies. Enfin, on est aussi au 3e trimestre et j'ai des élèves de seconde qui abandonnent les maths. La semaine vendredi, on a quand même eu des annonces sur le bac et tout, donc j'ai des élèves qui prennent les élèves de première spécialité maths, par exemple, qui comptent arrêter les maths. Ils savent qu'ils vont les arrêter, donc ils ont moins d'attente que ceux qui doivent avancer dans leur programme pour comprendre ce qui va se faire en terminale. Donc, histoire de poser un peu un open bar. Alors, comme ça se fait dans certains établissements où on dit, bon, soutien pour qui veut, à telle heure, vous venez, on répond à vos questions, quoi. Donc, du coup, moi, j'entends 2 choses déjà. C'est qu'il y a deux modalités.
il y a une modalité quand c'est possible, notamment au primaire, de proposer un rendez-vous où on essaye d'être tous ensemble pour faire du collectif. Et une autre modalité qui est l'enseignant est sur la plateforme et se met à disposition de qui veut venir sur un créneau plus ou moins large. C'est-à-dire, par exemple, tu proposes des créneaux de combien de temps, Christophe? Souvent, je mets un créneau d'1 heure en disant je suis disponible sur 1 heure et puis vous venez. Voilà. Okay. Après, je pense que, juste pour compléter, je pense que la notion de faire du lien sur les primaires et voire même maternelles, j'ai vu quelques collègues de maternelle faire quelques classes virtuelles, c'est aussi le moyen pour les élèves de se voir, d'avoir des relations sociales, etc., le vecteur social de l'école. Moi, mes élèves, ils sont tous en contact avec ceux qui veulent sur les 36 réseaux sociaux qu'ils utilisent. Ouais, donc, en fait, ils ont moins besoin de moi que de leurs camarades. Et on sait que c'est à l'âge de l'adolescence, ils n'ont pas forcément besoin de la relation au prof spécialement. Et donc, ils développent cette relation sociale avec leurs camarades sur d'autres réseaux. Donc là, je suis vraiment, pour le coup, sur l'accompagnement pédagogique. Contrairement à Bruno, où ses élèves, ils ont besoin et de se voir et de voir le prof qui est un référent parce qu'il le voit tous les jours, etc. Oui, c'est-à-dire que chez les plus grands, tu n'es pas vecteur de ce collectif, alors que chez les plus petits, on est vecteur de ce collectif. Moi, je rejoins Christophe sur le sens… là, pour l'instant, la vidéo que j'ai proposée, ça c'est beaucoup fondé sur… on raconte ce qui se passe dans nos maisons. Sur les questions que j'ai à poser au maître pour un exercice ou quelque chose que j'aurais pas compris, j'ai tenté de faire une séquence d'apprentissage et c'est très très compliqué à faire en visio parce que les enfants posent beaucoup de questions. Je suis sorti de 1 heure de cette séquence d'apprentissage, j'étais vraiment fatigué parce que ça part dans tous les sens. Donc du coup là, pour les séquences d'apprentissage, je pense que je vais plutôt partir sur, comme le font les profs de la classe inversée, sur des petites capsules d'une dizaine de minutes où je vais expliquer une notion. Et alors, je l'ai fait sur la 3e semaine et j'ai des parents qui m'ont dit ah ouais, il y a eu un super bon retour, il a pu réécouter la vidéo plusieurs fois, il a pu refaire les exercices correctement ensuite. Et je pense que ce format-là, pour les apprentissages, se prête mieux à une séance de visio où tout le monde parle, il y a les bruits parce qu'il y a aussi les bruits du quotidien, hein, il y a les mamans qui font la cuisine à côté, il y a du bruit, il y a les enfants qui pleurent, enfin, c'est très compliqué de se concentrer et d'avoir une vraie séquence d'apprentissage à ce moment-là. Et même pour le prof d'être disponible, tu vois. Alors là, vous venez de voir que j'ouvrais la porte au chien qui grattait, mais ça va. Mes filles sont assez autonomes, mais souvent quand je suis en classe virtuelle, c'est le moment où elles ont le droit d'aller voir les dessins animés, histoire que je puisse poser un créneau où j'ai pas 50 questions. Non, mais c'est clair, c'est quand on oublie finalement cette disponibilité. Enfin, on est tous dans le même environnement, enfin, on est tous dans la même configuration et donc on est tous dans nos vies privées en train de bosser, quoi. Et c'est d'une complexité pour notre cerveau incroyable. Moi, la question que je me posais et que j'ai oubliée, qui reviendra sûrement, c'est pas grave, je vais en profiter pour poser des questions sur est-ce que vous avez eu, vous, des échecs des familles qui ne donnent aucune nouvelle? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Est-ce que vous avez des familles qui n'ont jamais répondu? Alors nous, on est passé sur EduCartable. C'est une petite application liée à EduMove. Donc ça permet de mettre un emploi du temps et de proposer des activités. Sur mes 25 élèves, j'en ai 21 qui sont connectés. D'accord. Et je peux dire que j'en ai une quinzaine qui font le travail régulièrement. Donc j'ai des élèves que j'ai un peu perdus, je les ai appelés. Alors on me dit que ils vont sur EduCartable, ils font le travail, mais ils le rendent pas. D'accord. Et j'ai quelques élèves que j'ai vraiment perdus et je comptais les vacances pour les appeler et voir si ça allait bien de leur côté. Ok. Ouais, moi de mon côté, il y a des élèves que j'ai. Alors je vais pas dire perdus, je pense qu'ils sont plutôt contents de pas venir en maths en fait. Voilà, je donnais l'exemple des secondes tout à l'heure. On s'est quitté juste après les conseils de classe du second trimestre où certains ont clairement expliqué que l'an prochain, ils envisageaient de ne plus continuer les maths. Donc, presque, je les arrange à ne pas être là, en fait. Donc, mais en fait, après, on a un suivi au niveau de l'établissement. On arrive à suivre l'essentiel des élèves et à avoir… les profs arrivent à avoir des retours, mais quand ça les arrange, certains font en sorte d'être assez discrets. La question que je me posais m'est revenue. On parlait de faire du lien, surtout Bruno, chez les plus petits, pardon, et de se voir. Mais finalement, par exemple, la classe virtuelle du CNED, les enfants peuvent se voir.
ou il n'y a que le chat? Je crois qu'ils peuvent se voir. Ouais. Ok, d'accord. Ils peuvent se voir les uns et les autres. On a même fait un petit temps de récréation. À un moment, je les ai laissés, après une séance, je les ai laissés discuter entre eux. Je suis parti, je les ai laissés 5-10 minutes tout seuls où ils ont pu se raconter des choses sans que je sois forcément là, quoi. D'accord, mais du coup, moi, ça me pose la question, finalement, si on commence à lister un peu les choses qui sont intéressantes dans une classe virtuelle, est-ce qu'on peut poser le fait que le fait de tous se voir, c'est un paramètre intéressant et incontournable, ou pas, ou selon les âges? Pour moi, c'est selon les âges. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les plus grands, et j'ai envie de dire parce qu'à partir du collège, pour la plupart, commencent à être équipés en téléphone portable, sur les réseaux, etc. Donc, ils arrivent à communiquer entre eux. Sur les plus jeunes, en fait, je vais scinder primaire, secondaire, et avec tout le respect que j'ai, et pour les deux âges, hein, enfin, des gens me connaissent, certains me connaissent ici. L'idée, c'est vraiment les plus grands, ils sont autonomes, ils savent discuter entre eux, ils savent voilà. Les plus jeunes, ben, ça leur permet de se voir. Et derrière un clavier, ils n'ont peut-être pas forcément la vitesse non plus de frappe et tout. Donc, c'est pour ça que je pense que la visio permet pour eux de se voir. Ok, super. Parce que, quand ils se voient, ça doit être sur les réseaux, enfin, sur les jeux genre Fortnite et tout ça. Mais là, ils se voient pas pour de vrai. Là, dans ce qu'on propose avec le CNED ou avec d'autres solutions, c'est qu'ils se voient pour de vrai, quoi. Ok. Je veux bien qu'on aille encore un peu plus loin. On a dit que donc faire du lien beaucoup chez les plus petits, chez les plus grands, c'était plutôt secondaire et que finalement l'importance, c'était que l'enseignant se mette à disposition des élèves pour qu'ils viennent poser des questions. Du coup, si on passe sur le mode apprentissage qui va être finalement obligatoire de mettre en place sur ces prochaines semaines, puisqu'actuellement, on ne sait toujours pas combien de temps ça va durer enfin oui, combien de temps ça va durer. Donc, comment vous envisagez l'utilisation de la classe virtuelle dans une séquence d'apprentissage ou dans un scénario d'apprentissage? Moi, la classe virtuelle, je pense que pour les apprentissages, je parle bien des apprentissages, je pense que là, il n'y aura pas de visio, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va être des petites capsules avec « je découvre la notion ». Alors, j'ai découvert un petit logiciel où on peut filmer son écran et avoir sa petite visio-caméra en bas. C'est-à-dire qu'à la fois, l'enfant voit ce qui se passe sur l'écran, mais il y a toujours ce lien où ils peuvent me voir. Ensuite, la leçon, ou sous forme de petites questions pour voir s'ils ont bien compris la capsule vidéo, le son et petit exercice de réinvestissement sans forcément note parce que on n'est plus du tout sur de la notation là. Très bien. Juste pour donner une indication sur comment faire des vidéos, comment l'utiliser dans un scénario pédagogique, on aura une émission consacrée à ce thème jeudi après-midi. Donc, on ne va pas y répondre aujourd'hui parce que ce n'est pas le lieu. Mais jeudi après-midi, on aura vraiment une émission dédiée à l'utilisation de la vidéo dans un scénario pédagogique. Merci Bruno. Toi, Christophe, du coup, place de la classe virtuelle dans la séquence d'apprentissage? Ouais, pour moi, je suis un inverseur depuis longtemps aussi, donc de mon côté. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé des ressources vidéo, soit que j'ai créées, soit qui étaient déjà faites pour que les élèves en fait découvrent une notion, essaient de faire quelques exercices à la maison. Et pour moi, la place de la classe virtuelle, ça va être justement répondre aux questions sur un corrigé ou un autre, et surtout éventuellement essayer de refaire une correction en direct avec ceux qui sont présents d'un exercice type ou qui peut avoir posé souci, etc. Après, j'essaie beaucoup de travailler, moi, sur le côté asynchrone parce que chacun, les uns et les autres s'organisent comme ils peuvent. Parce que autant je disais que les grands ont de l'autonomie, autant j'ai certains élèves qui ont 16 ans et qui gardent les petits frères parce que papa ou maman doivent aller travailler, quoi. Tout à fait, ouais, complètement. Et toujours avec le problème des fois, ils ont un téléphone ou une tablette pour 4-5 et ils doivent se partager le matériel, quoi. Tout à fait. Je suis désolée, mon cerveau est vraiment à la ramasse. J'ai une question et elle part, donc elle reviendra plus tard. Ce n'est pas grave. Je vois des questions sur les outils. Est-ce qu'on peut faire un listing un peu des outils qui sont utilisables
celles qui sont recommandées par l'institution et celles qui sont alternatives, mais qui posent des questions sur le RGPD. Est-ce qu'on peut faire un peu un listing de ça et de savoir finalement comment, en tant qu'enseignant et personne, on fait un choix par rapport à tout ça? Je pense que c'est intéressant pour les enseignants et les collègues. Je pense que l'outil préconisé, c'est la classe virtuelle du CNED. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Christophe. C'est le lieu où il faut aller pour commencer. Après, sachant que c'est un lieu qui peut aussi avoir des petits soucis. Moi, je sais que j'ai un élève ou j'ai 2 élèves. Quand je parle, ils m'entendent pas, et inversement, quand ils parlent, je les entends pas. Et c'est pas un problème de matériel, parce que quand on bascule sur une autre solution, type Google Hangout, là, je les entends. Ah oui, ok. Donc il y a des petits soucis, et on m'a fait remonter là que jeudi et vendredi, la classe virtuelle, ça ramait pas mal. Gros souci de connexion. Oui, j'ai envie de dire actuellement la solution privilégiée, c'est la classe virtuelle du CNED, c'est-à-dire que, alors, je vois dans le chat des questions sur Zoom, Zoom qui a été beaucoup utilisé parce qu'il marchait très bien. On va pas refaire un cours de sciences du numérique, mais il y a beaucoup de questions à se poser derrière quand c'est gratuit et quand ça fonctionne très bien. Et voilà, il y a des questions de choix de données et tout. Après, j'ai vu passer des questions sur la classe virtuelle, mais là, après, c'est l'outil proposé par le ministère. Donc, c'est pas à nous qu'appartiennent les questions, c'est eux qui font les choix, c'est eux qui gèrent les choses derrière. Je pense que oui, la solution à privilégier, c'est celle-là. Après, il y a plusieurs initiatives autour de JITSI, JITSI, qui ont été mises en avant, notamment au niveau de l'éducation nationale, qui est en train d'essayer de remettre en place un service qui serait accessible, parce qu'on est sur quelque chose qui est libre et hébergé sur les serveurs, par exemple, là, de l'éducation nationale. Et il y a des solutions, sauf que pour être sûr de la propreté des solutions derrière, c'est compliqué, enfin, propreté en termes de gestion des données, et donc nous, d'être sûr de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Effectivement, moi, ce que j'ai expliqué juste hors antenne tout à l'heure, il y a des choses que je peux utiliser, mais parce que je vais avoir des élèves qui ont 16 ou 17 ans et dire, si tu veux, on se retrouve là, et en rajoutant, si tes parents sont d'accord, mais parce que c'est transparent sur, on fait ce qu'on veut. Enfin, j'appelle mes filles sur Hangout, je les appelle sur Hangout, c'est mon choix. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont passés par Discord aussi. Discord, je crois qu'il faut une autorisation parentale pour tous les enfants qui ont moins de 16 ans. Donc ça pose le problème ensuite de la responsabilité de l'enseignant. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que l'un de vous ou les deux êtes susceptibles de faire une petite mise à niveau RGPD entre ce qui est utilisation des données et données sensibles? C'est-à-dire que il y a un curseur là qui est peut-être intéressant à prendre en compte en tant que personne quand je fais un choix. Et moi, je suis pas du tout à même de le faire. Moi aussi, je suis pas. D'accord. Christophe, toi, tu peux ou pas? En fait, la question, c'est compliqué. C'est-à-dire que comment dire, on est sur il faut protéger les données de nos élèves. On peut pas, et en plus, en tant que fonctionnaire de l'État, on peut pas non plus se dire si, on va conseiller ça. On a des parents qui savent, on a des parents qui sont pas forcément éclairés sur l'usage, sur toutes ces questions-là. Donc, c'est super compliqué de faire des choix seul et qui serait pas forcément pertinent à terme, quoi. Donc, je vois après, je rebondis juste sur 2 questions que je vois dans le chat via Fabien qui parle de VIA, qui est une solution de classe virtuelle, mais qui est la solution de classe virtuelle de l'éducation nationale et qui est normalement destinée à être utilisée entre les personnes de l'éducation nationale, éventuellement en intervenant extérieur ou quoi. Mais avec nos élèves, l'infrastructure, elle supportera pas, et actuellement, surtout qu'elle est mise à rude épreuve pour toutes les réunions à tenir. Moi, j'ai un conseil d'administration chez moi qui s'organise sur VIA. Et il y a aussi Teams, on parle beaucoup de Teams, de la solution Microsoft, mais pareil, après, j'en sais pas assez sur cette solution-là, quoi. On a une solution, enfin voilà, Fabien le reprécise, c'est une solution qui est conforme RGPD. On a des solutions qui sont conformes RGPD, sachant que en vrai, si on veut aller jusqu'au bout des choses, toute solution utilisée doit doit être inscrite dans le registre de protection des données de l'établissement. Alors déjà dans les collèges et lycées, moi je suis quand même dans un lycée de plus de 1000 élèves qui est assez grand, c'est vite obscur de se demander à qui on réfère. Quand on est dans une école, tous
tous les directeurs n'ont pas forcément eu le temps. Ils croulent déjà sous la charge. Ils n'ont pas mis en place leur registre. Et puis, s'il y a 4 enseignants qui décident d'utiliser 4 outils différents, c'est complexe. Donc, en vrai, l'usage de n'importe quel outil, même Teams qui est conforme RGPD, il devrait être inscrit dans le registre. Donc, on essaye de faire un usage raisonné. On est conscient qu'on ne va pas forcément faire un live Facebook avec ses élèves parce que, voilà, là, aujourd'hui, moi, je suis d'accord pour être là et utiliser l'outil. Nos élèves, on sait que sur Facebook, ça va être compliqué. Après, c'est tellement obscur sur plein de choses. Et en fait, c'est tout l'enjeu des questions qu'il faudra se poser à la sortie de crise. Oui, tout à fait. Quand on fera des bilans avec nos inspections, ces vraies questions-là. Oui, et en souhaitant qu'il y ait beaucoup de compréhension et de bienveillance vis-à-vis de ça, parce que j'aurais envie qu'on aille au bout et que on a donné des clés de lecture théoriques, mais dans la pratique, des enseignants qui, face à des solutions qui n'étaient pas stables et face à l'urgence qui était la leur de rentrer en contact, ont choisi des solutions et se trouvent à l'aise avec ces solutions maintenant et ne savent pas forcément comment revenir dans les clous. Et ça, je trouve que ça doit être très difficile en termes de conscience personnelle, de savoir qu'on n'est pas dans les clous, mais qu'on ne sait pas comment revirer et revenir sur une solution dans les clous. Oui, et puis on a aussi une problématique qui est l'usage, quoi. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas toujours tous à même. Il y a des solutions qu'on peut installer soi-même sur un serveur dédié. J'ai déjà donné 2 gros mots pour plein d'enseignants. Et puis après, il faut aussi une solution qui soit pratique pour les parents et les familles. Pour avoir fait pas mal de reps, il y a pas mal de familles où sortie de l'appel vidéo qui va être commun sur un WhatsApp ou un truc comme ça, ils sont dépassés. Et je pointe personne du doigt. C'est vraiment la question de réussir à s'adapter au plus proche des besoins et en espérant qu'on va réussir à avoir une certaine bienveillance de toutes parts derrière sur les usages qui ont été faits. Et voilà. Mais du coup, en fait, je trouve que c'est intéressant de donner toutes les informations pour qu'on sache que le choix on l'a fait en connaissance de cause, mais en optant pour quelque chose qui était de l'ordre de moi, je ne pouvais pas prendre, par exemple, le risque de lâcher 10 de mes élèves, donc j'ai fait un choix conscient d'aller vers une solution qui était hors cadre. Et du coup, oui, on va croiser les doigts pour qu'il y ait un vrai bilan de fait, avec beaucoup de bienveillance et de conscience que on a fait ce qu'on a pu, je pense. Il faut dire aussi, Nathalie, qu'on a été, quand on nous a confinés, on a été seuls il y a un certain nombre d'enseignants qui ont été seuls et qui se sont débrouillés avec moi on m'a parlé de Zoom, moi on m'a parlé de Discord et qui se sont lancés sur ces solutions-là sans avoir réfléchi à ce que c'était que le RGPD et au transfert de données sensibles, quoi. Complètement. Donc il y a des e-runs qui ont accompagné les équipes sur place, mais il y a aussi des circos où on a été laissés à l'abandon, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi j'ai reçu une notification 15 jours après par mail, comme quoi il fallait pas utiliser telle ou telle solution. C'est ça. Et on s'était tous lancés sur des plateformes. Forcément. Donc ça fait partie aussi des choses à garder en mémoire et à garder trace pour finalement rendre compte des choix qu'on a faits. Je pense que c'est important d'avoir une vraie ligne de conduite intellectuelle, même si on sait qu'on est hors cadre, c'est de savoir pourquoi on s'est mis hors cadre. Merci pour cette parenthèse qui me semblait intéressante. Je veux bien qu'on revienne à cette classe virtuelle. Une classe virtuelle, pour qu'elle soit, qu'elle permette de faire du lien, qu'elle permette d'être constructive. Est-ce qu'on peut parler du format qu'elle doit avoir, des trucs et astuces qu'on doit mettre en place pour que cet espace-temps réponde à son objectif? Qui veut commencer? Alors, tu parles pour une visio, là? Pour réussir une visio? Oui, tout à fait, exactement. Okay. Pour réussir une visio. Non, moi, je veux bien commencer en disant déjà une chose. C'est pas un cours en présentiel. C'est-à-dire, je ne fais pas connecter mes 15, 20, 25, 30 élèves en face où je vais me mettre face caméra, voire face caméra en filmant mon tableau et en faisant mon cours comme je l'aurais fait en classe.
c'est pas gérable, c'est pas utilisable, déjà parce que n'importe quel enseignant fait régner le calme dans sa classe et que là, ils sont derrière leur téléphone ou l'ordinateur, ils font ce qu'ils veulent et qu'il y a toutes les conditions autour qui empêchent de travailler. Pour moi, donc ça, c'est la première chose, je pense que c'est à avoir en tête. Après, dans les conseils ou quoi, j'ai envie de dire, rester sur un format humble en termes de durée. Une classe virtuelle au-delà d'1 heure avec des grands, c'est très long. Avec des plus jeunes. Alors, si, on peut faire comme propose Bruno, de faire 25 minutes, 10 minutes de récré, 25 minutes peut-être. Ouais, faire des sessions aussi. J'ai un collègue, Clément, que je salue, qui fait des sessions. Il prend que 7-8 CM2 avec lui, et par contre, il le refait 3 fois. D'accord. Donc, il fait 3 fois la même leçon. Et après, vas-y, en fait, j'allais dire, après, faire une classe virtuelle, faire un webinaire, etc., c'est comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, on jongle un peu comme on peut. Je pense que la base, c'est d'essayer de s'imposer un timing. Alors, quitte à le communiquer aux élèves, et je sais que même en primaire, on a des élèves, les élèves ont régulièrement des rôles, sont super autonomes, et dire à un élève, toi, tu es en charge du temps, et t'hésites pas à me dire, monsieur, ça fait 10 minutes que vous dites bonjour, vous aviez dit qu'il y avait que 5 pour dire bonjour. C'est bien. Voilà, l'élève, il va couper le prof, il va être content. Comme on a les rôles qui sont distribués en classe pour faire X choses. Et se mettre en place un planning et pas se dire, j'ai que 25 minutes, il faut que j'en fasse le plus possible. Non, on sait bien, dans le contexte général, qu'on fait tous comme on peut et au mieux. Donc, bien calibrer son timing et varier les activités. Et voilà, je pense que c'est vraiment la base. Et essayer de faire des choses, en fait, qui ne pourraient pas, entre guillemets, faites autrement à ce moment-là. C'est ce que Bruno disait, si c'est pour expliquer une notion pendant 10 minutes, autant que je filme mon écran pendant 10 minutes et que je leur envoie la vidéo. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que j'entends là, si je reformule, c'est pas un cours, très clairement. Je ne me filme pas en train de faire un cours ou de passer un PowerPoint. La durée, vraiment à être super vigilant. Ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu as dit, Christophe, c'est finalement d'avoir un déroulé très explicite pour soi et donner à voir cet explicite pour que les personnes qui assistent, nos élèves, puissent être garants de ce qui se passe. C'est un espace collectif. Et j'aurais envie de dire, être très, très au clair sur l'objectif de ce temps qu'on se donne. Si c'est juste prendre la météo de chacun, et ben ça peut durer 10 minutes et on prend juste la météo de chacun. Si c'est régulation et feedback, et ben c'est cet objectif. Donc finalement, c'est être très très au clair sur ce qu'on veut y faire. Bruno ? Ouais, c'est exactement ça. Comme on dit souvent, une visio réussie, c'est une visio qui commence à l'heure et qui finit à l'heure. Ouais. Des petits conseils aussi, c'est tout simple, c'est de demander aux élèves de se mettre dans un coin de la maison où il n'y a pas trop de bruit, d'avoir un casque, c'est toujours plus facile pour les interactions. Petit conseil aussi pour des enseignants qui se lanceraient, c'est de communiquer le lien, un quart d'heure, 20 minutes avant pour accueillir les élèves et qu'on puisse commencer. Moi, je commence souvent à 11h. Le lien, je le mets à 40, 45, à 10h40, 10h45. Et ils arrivent en échelonné comme ça, ça permet de les accueillir, de faire la petite météo du comment ça va. Et comme ça, on commence pile à l'heure et on finit à l'heure. Ok. Et après, il y a toute la partie apprendre à prendre la parole. Alors, sur la classe virtuelle du CNED, c'est génial parce qu'il y a un petit bouton où l'élève peut lever la main. Donc, nous, enseignants, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui nous indique que tel élève demande à avoir la parole. Donc ça, c'est vraiment la petite idée géniale. Donc du coup, ça permet de les interroger sans qu'ils fassent du bruit. Et du coup, si on n'a pas cette fonctionnalité, pouvoir imaginer faire fabriquer par exemple un petit carton à nos élèves qui visuellement nous donne à voir qu'il veut prendre la parole. C'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est qu'il y a des choses à préparer et à mettre en place. Voilà, sur la gestion de la prise de parole. Sur l'écoute aussi, est-ce que vous avez l'un et l'autre explicitement travaillé avec vos élèves sur comment on se met dans une ambiance de travail quand on est en visio, comment on écoute, est-ce que comment on essaye de se couper des bruits qui nous environnent, parce que ça c'est un vrai apprentissage. Un vrai apprentissage, ouais, t'as raison. C'est ça, il faut vraiment se mettre à part
s'éloigner du bruit de la cuisine, par exemple. Et leur apprendre, enfin, après, ça change pas beaucoup de la classe. Alors moi, je leur fais pas lever la main, mais ils doivent dire leur prénom. Donc, quand j'entends le nom de l'élève, je sais, j'ai une petite feuille à côté de moi et je note et je sais que je dois les interroger comme ça. C'est des petites choses, voilà, que chaque enseignant va trouver pour que la visio se passe au mieux et que chacun puisse profiter de ce qui a été dit pendant ce temps-là. C'est-à-dire que vous vous êtes inventé des codes qui appartiennent à cet espace et à cette modalité d'échange. Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'en visio, quand on projette quelque chose, on perd la visio avec les élèves. Donc moi, j'entendais maître, mais sauf que derrière, alors des fois, je repérais la voix et je savais qui me parlait, mais le maître, alors c'est pour ça qu'on s'est donné le petit code de donner son prénom quand on voulait intervenir. Une des solutions aussi, ça peut être justement, je reviens sur l'idée de répartition des rôles, c'est de demander à un ou deux élèves, en fait, alors avec des un peu plus grands certainement, mais de surveiller le chat, en fait, et que quand on veut prendre la parole ou qu'on veut poser une question, en fait, exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as deux personnes qui surveillent le chat et qui relaient les questions s'il y en a qui sont passés à la trappe, qu'on est en train de parler à ce moment-là. Donc, un élève, le distributeur de parole, en fait. Le distributeur de parole qui va dire, bon, maître, il y a machin qui... Enfin, je reprends l'exemple de Bruno, mais il y a telle personne qui a demandé à parler, puis après, il y a telle personne. Et ça va permettre de redistribuer. Après, moi, j'ai vu sur les plus grands aussi que finalement, des fois, ils se répondent entre eux. Et ça me permet, moi, de continuer à parler pendant que eux, ils se répondent entre eux derrière. Oui, c'est ça. C'est ce que font Fabien et Karine qui répondent dans le chat parce que ça peut être régulé comme ça sans interférer avec le collectif. Alors après, on peut aussi leur demander de couper le micro et de couper la caméra. Alors ça, je pense aux enseignants qui auraient des problèmes de connexion. La caméra prend beaucoup de place dans la bande passante. Donc déjà couper. Alors c'est moins fun, on va dire, mais couper la caméra, des fois, ça permet de libérer de la place pour le son et avoir une meilleure écoute. Okay. Après, couper la caméra, ça peut aussi être intéressant si on est sur un moment où on veut vraiment transmettre quelque chose ou un truc où on veut que les élèves qui sont présents se concentrent. Quand il y a la caméra, finalement, ils sont tous en train de se regarder ou de détailler quels livres sont dans la bibliothèque derrière Bruno, des choses comme ça, en fait, plutôt que d'écouter ce qui se passe. Donc, alors, la classe virtuelle permet ça. La classe virtuelle permet que l'enseignant puisse couper les micros de tout le monde et la caméra de tout le monde. Mais c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. C'est que selon l'objectif que j'ai, effectivement, j'ai besoin de 5 minutes, c'est moi qui donne quelque chose, eh bien, je coupe tous les autres canaux. Et j'explicite et je dis, OK, là, je coupe tout parce que c'est votre focus, c'est ce que je vous dis ou ce que je vous montre. C'est ça. Donc, du coup, vraiment de réfléchir à l'objectif et le canal d'attention dont on a besoin. Et de mettre les élèves focus sur la notion qu'on a envie de travailler avec eux ou le message qu'on a envie de leur faire passer. Ouais, très bien, super. Moi, j'ai une question par rapport à la régulation finalement de cet espace et de ce temps. On essaye des choses, on s'invente des codes, ça fonctionne pas. Est-ce que vous avez des temps de feedback, de bilan avec vos élèves, de dire OK, là, la visio qu'on vient de se faire, c'était du grand n'importe quoi, personne ne s'est écouté, on n'a rien entendu. Comment on fait? Est-ce que vous avez des temps de régulation ensemble pour co-construire et améliorer et ajuster vos dispositifs? Moi, je sais qu'à la fin des classes virtuelles, j'ai fait un bilan avec eux. Ouais. Alors, c'est pareil, je reprends sur mon exemple où on peut aussi beaucoup communiquer par le chat. Et donc, chacun donne son avis, etc., que ce soit sur est-ce que les ressources de cours étaient claires, sur ce qu'il y avait à faire, ou sur comment s'est passée la séance à ce moment-là. Et ça me permet d'avoir un retour et d'essayer de faire mieux la fois d'après en disant, bon, attendez, écoutez, la dernière fois, vous avez été 5 à parler en même temps, donc maintenant, on coupe les micros et on lève la main et ça permettra de s'écouter, par exemple. Ok, très bien. Ouais, moi, je me suis servi de la première semaine, là, dès qu'on a été confinés. On a fait 2 visios cette semaine-là pour apprendre à utiliser l'outil, mais aussi pour, comme l'a dit Christophe, mettre en place plein de petits rituels, enfin pas des rituels, mais des savoir-faire et des savoir-être quand on est en visio, pas se couper la parole, ce que vient de dire Christophe.
Vraiment, enfin, moi, merci pour ça parce que je trouve que c'est vraiment structurant. C'est que l'outil, comme tout outil d'ailleurs, il doit y avoir un temps d'appropriation, il doit y avoir un temps d'apprentissage et de qu'est-ce qu'on fait de cet outil. Et avant de choisir cet outil, c'est ce que met Fabien dans le chat, c'est que finalement, moi en tant qu'enseignant, je me pose et je me demande ce que je veux de cet outil, à quel usage pédagogique je veux l'utiliser, et finalement, ça présidera du choix que je pourrais faire de l'outil. Ah, mais c'est exactement ce que Bruno expliquait tout à l'heure, je pense, c'est de se dire, pourquoi faire une classe virtuelle? C'est pas, la classe virtuelle, c'est bien, il faut la faire. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et alors, si c'est expliciter une consigne d'un truc que je voudrais qu'il fasse pendant les vacances et tout, peut-être que la classe virtuelle peut être pertinente plutôt que 2 pages d'explication de texte. Si c'est juste expliquer une notion qui finalement sera faite en une vidéo de 4 minutes qu'ils pourront revoir 10 fois, peut-être que c'est pas le plus pertinent. Mais même si on est tous la tête dans le guidon, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue nos objectifs pédagogiques et à ce moment-là, de définir si la classe virtuelle ou non est une solution. Tout à fait. Mais finalement, j'aurais envie de dire, ça nous replace dans notre expertise pédagogique et que le numérique, ça n'a pas une valeur en soi, ça a une valeur si c'est inscrit dans une réflexion pédagogique et dans une séquence pédagogique. Si ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être, il n'y a pas d'obligation. Tout à fait. Je pense qu'il y a plein d'enseignants qui ne font pas de visio et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de continuité pédagogique tout au long des semaines de confinement, quoi. Tout à fait. Ouais, non, je trouve que c'est vraiment important et intéressant de le redire parce que on est parti bille en tête sur ok, bah donc il faut faire des classes virtuelles, il faut envoyer des mails, il faut, mais non. C'est d'abord je me pose qu'est-ce que j'ai envie d'installer au niveau pédagogique dans cette continuité dans ce temps de continuité pédagogique et finalement quels sont les outils qui répondent à ce que j'ai envie d'installer. Et c'est pas le contraire. Oui, mais parce qu'en fait, la problématique de départ, elle a été la même. On a parlé de continuité pédagogique et le mot continuité a permis de se dire, bon, bah, comme j'ai mes élèves en face de moi, bon, bah, je continue de faire la même chose. La seule solution, c'est la classe virtuelle. Sauf que, mais parce que on n'a pas forcément eu le temps non plus, enfin, personne n'a eu le temps de pousser sa réflexion pédagogique dès le départ sur est-ce que ça va être pertinent ou quoi. Tout à fait. Et sans avoir posé les objectifs, ça pourrait être même contre-productif de faire des visios sans les avoir préparés ou d'avoir un mauvais objectif au début, quoi. Moi, je m'imagine faire une visio d'1 heure où j'explique des notions de maths. Crois-moi que j'aurai plus d'élèves qui vont faire des maths jusqu'au mois de juillet. Effectivement, jusqu'au mois de juillet, oui. Avec moi, j'ai vu certaines vidéos tournées. Je ne sais pas si c'était des fakes ou pas, mais c'est des grands moments de solitude pour les enseignants, quoi. Enfin, c'est horrible, horrible. Enfin, un bizutage en ligne incroyable. Alors après, est-ce que finalement c'est juste un glissement de ce qui se passait en classe et les élèves trouvent des astuces bien plus intéressantes par voie numérique de chahuter leurs enseignants? Mais c'est terrible, quoi. Et donc, du coup, à un moment, on se pose la question, effectivement, de stop, quoi. Je vais peut-être pas me mettre en danger, hein. Merci pour tout ça. Est-ce qu'on a fait le tour des fonctionnalités de façon générale qu'on peut utiliser dans une classe virtuelle pour qu'elle soit dynamique, rythmée? Est-ce que vous avez des trucs et astuces par rapport à ça? D'autres de ce que vous aviez dit tout à l'heure? Moi, je rajouterais juste une chose, c'est, comme toujours, d'être bienveillant aussi avec soi-même. C'est-à-dire qu'on voit des super... Alors que ce soit, tu parlais de vidéos, mais on voit des vidéos où des profs ont fait de super classes virtuelles avec 25 élèves qui participent et c'était autogéré. On a l'impression que le cours, il est mieux qu'en live, d'habitude. Et puis, et on se dit, non mais attends, moi j'ai déjà mis un quart d'heure à réussir à les avoir tous connectés, il y en a qui étaient déconnectés. C'est bon. Chacun fait comme il peut. Et il y a des collègues qui ont du super matos qui leur permet d'écrire sur leur tablette et donc d'annoter un écran et de faire comme si c'était un cours au tableau. Puis il y en a pas, ils posent leur smartphone et ils filment une feuille où ils sont en train d'écrire. On s'en moque. On est toujours, et je rebondis juste parce que j'ai vu des questions sur le chat là-dessus quand Bruno parlait de créer des petites capsules vidéo. C'est pareil, quoi. On ne cherche pas la perfection.
on n'est pas, personne n'est monteur vidéo, réalisateur de motion design, on fait ce qu'on peut. Et donc, rester aussi bienveillant avec soi-même sur ce qu'on va réussir à en faire, en essayant de faire le mieux pour nos élèves, dans la mesure du possible, quoi. Et puis commencer humblement, j'ai envie de dire. Commencer tout petit. On commence petit par une vidéo qui va peut-être faire 3 minutes et le message va passer. Ça, comme le dit Christophe, ça sert à rien de faire un montage à la Spielberg qui va durer 30 minutes et qui ne servira à rien, quoi. Mais encore une fois, ouais, c'est ça, encore une fois, sachons ce qu'on met derrière. Si cette petite vidéo, c'est pour donner à voir à mes élèves ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de faire un calcul avec une retenue, je peux juste filmer ce que je suis en train d'écrire et de dire, et puis voilà, ça n'a pas de valeur esthétique. L'élève doit être capable de se le remettre 10 fois, 20 fois pour essayer de comprendre la méthode que le maître a essayé de donner. Est-ce que c'est le schéma de démonstration d'une formule mathématique? J'ai juste besoin de montrer à mes élèves ce qui se passe quand je l'écris. Ça n'a pas, effectivement, il n'y a pas besoin d'une esthétique extraordinaire. Avec mon portable, je peux tout à fait le faire. Oui, puis j'ai envie d'aller même plus loin en disant qu'on peut passer un temps phénoménal à faire une super vidéo, plein d'animations, etc. Et au final, il va y avoir tellement de bruit autour, de bruit visuel autour sur le bonhomme qui bouge, que finalement, l'élève, il va pas être pris autant que, alors je reprends l'exemple de la soustraction avec une retenue, mais le faire au stylo noir sur une feuille blanche, il n'y a que ça à voir, quoi. Plus la voix du prof à écouter. Exactement, tout à fait. Oui, attention au bruit parasite, bruit entre guillemets, tout le parasitage qui parasite le cognitif de l'élève et qui le met en surcharge et finalement il ne sait pas où regarder, quoi. Donc ça sert absolument à rien. Donc faisons simple. Comme on fait simple dans nos classes où on se met à côté d'un élève et on prend le cahier de brouillon et on écrit, quoi. Oui, bien sûr. On fait ça. Donc pourquoi on devrait atteindre des summums de technicité? Non, ouais. Faisons baisser la pression, effectivement. Je crois qu'on a fait le tour. J'avais envie de terminer sur des points de vigilance, mais on les a déjà dit un peu dans le désordre. Est-ce qu'il y en aurait d'autres à ajouter? J'en vois pas là dans les 3 premières semaines sur les vigilances, non. Enfin, moi, j'en ai pas surligné de plus. Christophe? Non, pas de point de vigilance. Le conseil, c'est d'essayer de ne pas hésiter à aller faire un tour. Je le dis à chaque fois, mais sur les réseaux, les réseaux sociaux, quoi, pour voir un peu ce qui se fait. Par exemple, il y a eu quelques questions de chahut au début sur les classes virtuelles. Et il y a eu des solutions d'apporter. Donc, le conseil, c'est de se dire que globalement, la problématique qu'on se pose, on n'est pas tout seul à se la poser. Donc, que ce soit sur le réseau d'être prof, sur n'importe où, il y aura certainement déjà une réponse où la question a été posée, et on peut trouver. Il y a déjà soit une réponse, soit des personnes avec qui échanger, quoi. Ouais, tout à fait. Et je vois Isabelle qui dit vigilance perso. Moi, ça me fait penser à quelque chose, effectivement, et qu'on disait tout à l'heure et qu'on pourrait redire ici, c'est que, à titre personnel, si c'est sortir trop loin de sa zone de confort et se mettre en danger, c'est pas le but. Donc, trouvons un autre moyen de remplir cet objectif, par exemple, de faire du lien, de se lancer tout doucement et de se filmer et d'envoyer une petite vidéo pour passer ce cap de se montrer à l'écran, parce que c'est quelque chose qui est complexe. Moi, je le vois bien dans tous les invités qu'on a dans les émissions. Il y a certains collègues qui disent « Ah, mais moi, je veux pas me voir à l'écran, quoi. » Donc, on sent que ça peut être quelque chose de compliqué, même de montrer son intérieur. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Si c'est se mettre en danger, non. Mais d'identifier le premier plus petit pas possible à faire si on a envie d'y aller, parce qu'on voit que c'est intéressant quand même de pouvoir rassembler tout le monde au même endroit. Ouais, c'est tentant, mais je ne sais pas comment faire. Eh ben, un tout petit lien, peut-être commencer en tout petit groupe. Est-ce qu'on pourrait proposer cette première étape? Si moi, en tant qu'enseignant, vraiment, ça me fait vraiment très, très peur, mais que j'ai vraiment le sentiment que
ça serait utile pour mes élèves et pour moi, en tant qu'enseignante, de regrouper tout ce petit monde, quel pourrait être le premier pas? Une idée ou pas une idée? Le petit pas, je sais pas, mais comme tu l'as dit, je pense que cette crise-là, on n'a jamais connu. Hein. Cette crise, moi, je m'en sers comme un défi. Donc, je pense qu'il faudrait se mettre en posture d'aller, on va relever le défi. Alors oui, comme tu dis, c'est des petites choses au début, puis on va prendre confiance en soi et ensuite on va se lancer dans des choses un peu plus grandes. Mais je le vois comme un défi, moi, à relever. Enfin, faire classe à nos élèves autrement. C'est un vrai défi que je me suis dit dès le premier jour où on a su que les écoles étaient fermées. Ok. Oui, puis je pense qu'en fait, après, on peut, comme toujours, j'ai envie de dire, autant s'appuyer sur les compétences des élèves. C'est-à-dire que si on n'est pas à l'aise, soit pour animer une visio pendant 1 heure, rien n'empêche de fixer un rendez-vous aux élèves ou avec un travail qui a été donné en amont par X biais. Enfin voilà. Par exemple, ma fille, elle devait rédiger un souvenir du confinement, un moment qu'elle a bien aimé durant le confinement. Et ben, on les réunit par 3, par 5, par 10 éventuellement pour faire des petits groupes. Et puis, chacun va lire ce qu'il a dit. Et en fait, l'enseignant, il est en retrait parce qu'il a juste dit bonjour à tout le monde. Et on permet de commencer à mettre en place des démarches et ça va rassurer et les élèves et les enseignants. Tout à fait. J'aimerais juste poser une question aux personnes qui sont là. Est-ce que vous avez des dernières questions auxquelles les témoignages de Bruno et Christophe n'auraient pas répondu? Est-ce que ce format de parler de l'usage pédagogique vous convient? Est-ce que vous avez des questions plus techniques? Voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc vous pouvez nous mettre en commentaire ce qui manquerait à ce format d'échange sur les classes virtuelles. Et puis, écoutez, moi, j'aurais envie de dire vraiment merci pour ce témoignage qui fait rebaisser la pression. Et je trouve que c'est un réel objectif à lui seul dans cette période très mouvementée qui bouscule beaucoup le collectif. Je parle de notre société, le collectif de l'école et nous en tant qu'individus. Donc, merci de toute cette douceur dans ce monde un peu bousculé. Pour l'instant, pas vraiment de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose de les laisser en commentaire et on viendra dessus a posteriori et s'il y a une réponse à apporter, on vous l'apportera. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, un immense merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi, puis bon courage à tout le monde. Ouais, bon courage à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On se retrouve demain matin pour un entretien que j'ai hâte d'animer avec Monsieur de Vauchel et Monsieur de Cerisier et on prendra un peu de hauteur sur la continuité pédagogique, sur comment elle s'est mise en place. Quels sont ses enjeux, qu'est-ce que ça n'est pas finalement, et quelles sont les zones d'ombre qui se dessinent, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour le après. Donc moi j'ai hâte, un live pas tout à fait terrain, mais un peu prise de hauteur, mais qui me réjouit d'animer demain matin à 11h. Voilà, et demain après-midi une libre antenne avec, là aussi, que j'ai hâte d'avoir, qui sera qui sera co-animé avec Alix, qui est présidente de l'Association française de la discipline positive. Et le but de ce libre antenne, qui va s'étaler sur plusieurs semaines, donc Alix va nous accompagner sur le collectif Être Prof, sur comment mettre en place dans notre vie, parce que soit dans notre vie familiale, soit dans notre positionnement de soi à soi, sur poser un cadre pour soi et pour les autres, comment on le pose dans nos environnements proches et peut-être l'utiliser quand on reviendra en classe. On ne sait quand, on ne sait quand. Voilà. Merci à tous, merci à tous les deux et très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.